Et bonsoir à tous. Vous êtes sur Lancer Critique. On est de retour pour une deuxième masterclass. Cette fois-ci, on va parler de création de scénario et donc ça sera la première partie d'une série donc qui est consacrée à la création de scénario. Wouh, quelle intro de ouf. Ce soir encore, je suis accompagné par le club Calliope qui pourra participer un peu plus tard. Si vous avez des questions, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre dans un premier temps, mais ne vous en faites pas, on pourra revenir après la classe pour poser les questions au professeur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur tout ce que je considère être les bases pour écrire un scénario et on va voir comment écrire un scénario en particulier. Et donc on va faire un test. C'est bien sûr pas la meilleure méthode du monde, c'est juste la façon dont moi je procède. S'il y a des choses qui vous intéressent, tant mieux, sinon, tant pis. J'espère que ça vous arriverez quand même à trouver un petit quelque chose qui vous. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on veut créer un scénario, je pense qu'il faut avoir certaines bases, et c'est ce que je vais appeler la cohérence de l'univers et du système de jeu. En fait, c'est un aspect qui est parfois négligé, que ce soit par les maîtres de jeu qui sont débutants ou expérimentés, souvent par flemme ou par excès de confiance. Mais je pense qu'il est impératif d'avoir la meilleure connaissance possible de son univers dans lequel vos personnages vont évoluer, ainsi que du système de jeu. Même si on fait les choses à sa sauce, il est important de prendre en compte que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, que ce soit de l'univers ou du système. De ce fait, il est tout à fait possible que certains joueurs ayant déjà de l'expérience prennent certaines choses comme acquises, alors qu'il n'en est rien. Imaginons par exemple un joueur expérimenté de vampire va instinctivement jouer le profil bas et tâcher d'être le plus discret pour conserver la mascarade, alors qu'il peut avoir un MJ qui a juste lu les règles et qui a voulu faire un truc à sa sauce, associant les vampires à des mercenaires courants à la Shadowrun. L'expérience ne sera plaisante pour aucun des deux parties, car il n'y aura pas de cohérence entre la façon de jouer des personnages joueurs et l'univers mis en place par le maître de jeu. Il en va de même pour le système de jeu, de mieux connaître l'intégralité des mécaniques conçues pour le jeu et les réadapter selon si on les trouve trop lourdes ou trop punitives, plutôt qu'ignorer les mécaniques et finalement se retrouver à faire des choses complètement déséquilibrées. Avoir une grosse connaissance de son univers offre en plus plusieurs avantages. Si vos joueurs partent complètement en dehors du scénario, et ils le feront, c'est sûr, ils le feront, vous serez en mesure d'improviser, car le monde tel que vous l'imaginez sera plus vaste que les simples bordures du scénario. D'autre part, et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement en tant que joueur, les univers sont souvent riches de secrets et de choses à découvrir. Avoir des scénarios qui lèvent le voile sur différents aspects, qui me sont encore inconnus, le genre de choses qui me font accrocher à un jeu, et encore plus, à une campagne. La deuxième chose importante pour quand on va écrire un scénario, ça va être l'intrigue. L'intrigue, ça constitue le cœur de votre scénario. C'est l'histoire brute que vous allez raconter à vos joueurs. Même si les joueurs ne connaissent pas forcément le fin mot de l'histoire, il est important que vous, en tant que maître de jeu, vous la connaissiez. Imaginons une enquête pour vol. Pour vos joueurs, il est important de savoir qui l'a fait et éventuellement qu'est-ce qu'il a fait du butin. En tant que MJ, vous avez déjà ces réponses. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi il l'a fait et comment il l'a fait. Connaître ces choses-là va vous aider à, déjà pour l'écriture en elle-même, car vous aurez le cheminement logique qui est mené jusqu'à faire cette enquête, et si vos joueurs partent sur une fausse piste, ça vous aidera à improviser pour les remettre sur le droit chemin sans dénaturer l'histoire. En plus, ça vous donnera un peu plus de liberté d'action. J'en avais déjà fait part sur la vidéo d'ailleurs sur les personnages. Écrire un BG pour les personnages qui sont au cœur de l'intrigue vous aidera à y voir plus clair sur leur motivation, qui vous permettra de rendre leurs actions plus cohérentes. Le choix de l'intrigue dépend également du contexte de la partie. Si je veux faire un one-shot pour faire découvrir le jeu, je vais choisir une intrigue qui met l'accent sur ce qui en fait sa particularité, sans chercher à faire quelque chose de trop profond pour éviter de perdre mes joueurs. Par exemple, sur un jeu comme Vampire, je mettrai l'accent sur le côté monde caché aux humains et sur tout le fait qu'il doit rester dans la mascarade. J'éviterai d'en dire trop sur les autres créatures du monde des ténèbres, même si je vais laisser entendre qu'il y en a. Et je vais également être très évasif sur tout ce qui est politique des clans, car aussi intéressant que ce soit, il ne faut pas submerger le nouveau joueur d'information quand il veut mettre la première fois les pieds dans le monde. A l'inverse, si je vais faire une campagne, je vais réfléchir à mes intrigues sur du plus long terme. Je vais faire des scénarios qui n'auront pour but que d'introduire un personnage, une faction ou un élément. Ou encore une intrigue étalée sur plusieurs scénarios, dont le but final est de faire découvrir aux joueurs une partie de l'histoire secrète du jeu. Ensuite, il est bon de comprendre comment se déroule un scénario. La première fois qu'on s'essaye à l'écriture de scénario, c'est le thème ce soir,
On a souvent tendance à visualiser ça comme un film. À mon sens, c'est une mauvaise approche. Dans un film, le personnage principal va subir l'action, il ne la contrôle pas. On ne peut pas mettre les joueurs sur des rails. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on a le problème des fameux rails du scénario qu'on doit suivre. Donc, la méthode la plus classique pour éviter le souci est de créer des scènes. Les scènes, comme au théâtre, est un milieu cloisonné dans lequel les personnages vont pouvoir improviser. Une scène peut être entièrement libre, c'est-à-dire que les joueurs vont interagir à leur guise. Par exemple, quand vous rentrez dans une ville, vous pouvez aller au bar, aller chez le marchand, aller faire tout ce que vous avez envie de faire, interroger une personne qui vous intéresse. Ou au contraire, une scène peut être scriptée. La scène sera alors active et les joueurs devront réagir à cette dernière. L'exemple le plus parlant est un combat. Si je vous dis que vous rentrez dans une ville et que quelqu'un commence à vous tirer dessus, vous n'allez pas aller boire une bière normalement. Il y a des joueurs qui font exception, mais on y reviendra. Gardez à l'esprit qu'une scène peut être longue à jouer, surtout si vous avez une grosse table. Le scénario avec seulement 3 scènes est tout à fait viable, surtout si vos scènes sont riches. L'avantage du système de scènes est que vous allez pouvoir les travailler en amont, cacher des choses dedans, les imaginer en détail visuellement, donner des aides de jeu, comme des photos, des plans, des dessins, et tout ce qui n'est pas utilisé pourra de toute façon être recyclé plus tard. Surtout n'essayez pas de forcer la découverte de tout ce que vous avez prévu. En tant que maître de jeu, il est sadiquement plaisant de signaler à vos joueurs qui sont passés à côté de tel ou tel élément capital qui les aurait tellement aidés à réaliser le scénario. Gardez également à l'esprit que chaque scène doit apporter sa pierre à l'édifice général et apporter des informations et des situations que l'on ne trouvera pas ailleurs dans le scénario. Donc voilà, pour moi ça c'est les grandes bases si on veut se mettre à l'écriture de scénario. Et donc on va mettre ça un petit peu en place avec un type de scénario qui est très classique que j'appelle le jeu de piste. Il y a sûrement une vraie appellation que je ne connais pas et qui m'intéresse pas spécialement. Donc les scénarios que j'appelle jeux de piste sont généralement les plus simples à écrire et à mettre en place. Le nombre de scénarios d'initiation d'ailleurs sur ce modèle. Vous pouvez l'utiliser pour une enquête, mais aussi pour une histoire, un voyage, une traque. L'idée principale est que vos joueurs vont débuter sur une scène, une fois résolue va obtenir une piste pour développer une ou plusieurs autres scènes, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière scène. Grosso modo, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui ne va pas être des huis clos. Généralement, pour commencer, il nous faut une intrigue qui soit d'une part cohérente avec l'univers, mais qui représente également un intérêt pour vos joueurs. En effet, un joueur qui interprète un vendeur de sushi n'aura que peu d'intérêt à démasquer un serial killer. Une fois notre intrigue trouvée, il est généralement assez simple de songer à la scène d'intro et à la scène de fin. Le plus compliqué va être de remplir le trou entre les deux. Pour ce genre de scénario, il est mieux si vos scènes ont de multiples débouchés. Ça va vous permettre d'arriver à la fin en suivant différentes voies. D'une part, ça réduira fortement les chances que vos joueurs se retrouvent bloqués, et d'un autre, si vous avez plusieurs conclusions par le scénario, ça peut donner des parties très différentes, et donc ça va être suffisant à vous de le faire. Pour ce type de scénario, je distingue 3 grands types de scènes. Les scènes de recherche, où les PJ vont constater la situation, vont tirer des conclusions et chercher ce qui pourrait les faire avancer, que ce soit en discutant avec des PNJ, en trouvant des indices, ou simplement en tirant leurs propres conclusions. Des scènes de roleplay, où les joueurs vont rencontrer des PNJ importants, et ce sera l'occasion de leur faire du roleplay. Généralement, les personnages ne leur donneront d'ailleurs pas toutes les infos dès le début. Il va falloir un petit peu les négocier. Et finalement, les scènes d'action, donc c'est des scènes qui vont être orientées vers le jet de dés, nécessitant l'usage d'une ou plusieurs compétences spécifiques. Donc ça c'est la théorie, c'est très bien, mais en pratique ça donne quoi? On va voir ensemble le raisonnement pour écrire un scénario de ce type-là. Bien sûr, sachant qu'il y a vraiment plusieurs types de scénarios, et ça, on verra ça dans les prochaines masterclass. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur ces bases et ces scénarios du type jeu de piste. Afin de faciliter la présentation, on va imaginer un scénario dans lequel évolue Billy Boy. Billy Boy, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est le PJ qu'on a créé lors de la première masterclass sur créer des personnages intéressants. Pour rappel, Billy Boy est un policier à la criminelle dans notre monde actuel. Donc, pour commencer, on va établir le contexte du scénario. Je veux faire un scénario qui soit facile, je veux un scénario qui soit court, qui soit adapté pour des nouveaux joueurs, et je veux qu'il puisse faire découvrir mon univers et mon système de jeu. Et en plus, je veux également qu'il puisse déboucher sur une campagne, donc besoin qu'il ait une fin ouverte. On va ensuite se pencher sur l'intrigue. Ici, le choix le plus évident serait une enquête de police pour meurtre. Comme vous avez vu comment on a vu faire découvrir une partie type, je vais volontairement m'orienter vers ce choix.
On verra dans les prochaines vidéos sûrement d'autres approches qu'on peut avoir avec ça. Et donc maintenant je vais songer à l'intrigue du côté du maître de jeu. Donc qui dit enquête pour meurtre, dit meurtre. Donc Bob le mort s'est fait assassiner. Où, quand, comment, par qui, pourquoi. Où il est mort dans une ruelle. Quand il est mort la nuit dernière à 2h05 du matin. Comment? 2 coups de couteau, un à la jugulaire, un au cœur. Pourquoi? Parce que Bob le mort était un gros bras de la mafia. Il a été tué par Johnny Coupable, afin de l'empêcher de parler d'une attaque que la famille de Gros-Tony projette de faire contre la famille de Petit Tony. Donc là, on présente 4 acteurs. On présente Bob le mort. Bob le mort, donc, est la victime. Je vais devoir préparer une description complète et détaillée de ce personnage, donc évidemment, il va croiser son cadavre. Mais je vais également devoir penser à tout ce qui va être ses traits de caractère. Même si les PJ ne vont pas pouvoir lui parler, ils ont besoin de comprendre quelle était sa vie. Il faut donc que moi j'ai ces informations. Bob était porté sur la boisson. Il avait tendance à parler quand il buvait. Mais par contre, c'était quelqu'un d'extrêmement loyal. J'ai besoin qu'il ait cette qualité pour justifier que son funeste destin soit arrivé plus tôt. Il était célibataire. Et ça, c'est juste histoire de réduire les pistes. Pour les joueurs, étant donné qu'on part sur un scénario, ça doit être facile. Il travaillait dans un garage, vivait dans un petit appartement non loin du lieu du crime, et c'était un habitué du bar du coin. Il était très proche de sa mère, qui était placée dans une maison de retraite. Il présente également Johnny Coupable. Johnny Coupable, c'est l'assassin. Comme pour Bob, je vais devoir réfléchir en détail à ce personnage. C'est un tueur de la mafia, il est professionnel, donc il sait ce qu'il fait, il ne va pas faire d'erreurs de débutant, il laisser des traces sur les lieux du crime ou faire ça devant des témoins, même si je vais avoir besoin qu'ils soient un minimum con, de toute façon parce que les joueurs puissent se trouver facilement. Son arme de prédilection est l'arme blanche, et il est connu des services de police. Je présente également Gros et Petit Tony. Donc ça, c'est 2 acteurs qui vont seulement être évoqués, on pourra en parler plusieurs fois au cours du scénario. Et l'intérêt, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'il y a plus à découvrir sur l'univers. Ils ne sont là que pour donner envie de connaître la suite. Et c'est eux qui vont permettre d'avoir une fin ouverte. Donc maintenant que nous avons les faits, on va imaginer les différentes scènes. Alors, c'est le moment où je fais des manix. Et voilà, on y est. Donc, les différentes scènes. La première scène va se dérouler sur la scène du crime, dans la rue, où la victime s'est fait poignarder. Dans cette scène, les joueurs vont pouvoir apprendre comment la victime est morte, leur présumé du décès, ce qu'il avait sur lui. Donc, pour notre exemple, on va dire qu'il avait ses clés mais qu'il n'avait pas téléphoné de portefeuille. Le but de ce détail, ça va être que les joueurs émettent une première théorie, comme quoi la mort est probablement un braquage, étant donné qu'on ne va pas réussir à trouver ses effets personnels. Bien sûr, ceci est une fausse piste, mais c'est toujours intéressant quand même de permettre aux joueurs de faire un premier avis. Comme nous voulons faire un jeu de piste, il va falloir mettre des indices pour déboucher sur d'autres scènes. Un premier indice va être une recherche, donc sans avoir besoin de faire GD, juste en suivant sa logique pure. On va dire que la victime avait dans ses poches un reçu pour le bar du coin datant d'hier soir à 1h54, donc 10 minutes avant son décès. On va également mettre un second indice de type action, en faisant un jet de fouille ou d'observation, qui va aussi c'est le jeu bien sûr, qui permettra de retrouver le portefeuille de la victime dans une poubelle non loin, ce qui va nous permettre d'avoir le nom et l'adresse de la victime. Le troisième indice peut être du coup le clé, et celui-ci on va l'utiliser un peu différemment, il va nous permettre d'introduire un PNJ récurrent dans le cadre d'une campagne pour la personne du médecin légiste. Une discussion avec ce dernier va vous inviter à aller le voir dans son labo pour en savoir plus sur les blessures, dans quel état il se trouvait avant, s'il y a déjà eu des cas similaires, et des choses comme ça. Toutes ces choses peuvent être un minimum jouées afin de débloquer différents niveaux de connaissances. Donc pour cette piste un peu particulière, on va nous servir en faire du joker pour débloquer les joueurs, et de toute façon c'est assez logique, ils ne peuvent pas se rendre immédiatement au labo étant donné que le liste est encore sur la scène du crime et qu'il n'a pas eu le temps de faire ses analyses. Mais ils pourront y venir plus tard s'ils sont bloqués. À partir d'ici, nos joueurs ont plusieurs routes possibles. Ils peuvent se diriger au bar, à l'appartement ou au labo du légiste, même si on a vu que le labo du légiste n'est pas encore disponible. Donc imaginons qu'ils commencent par le bar. Généralement le bar, la taverne, la cantina, c'est un lieu qui est très récurrent dans le jeu de rôle. C'est là où on va chercher des rumeurs, c'est là où on va récupérer des quêtes.
c'est une scène qui est très sympa à mettre en place, vraiment dans le sens qu'on peut facilement y mettre une ambiance et insérer un certain nombre d'événements aléatoires en fonction de l'heure à laquelle ils vont. Par exemple, s'ils vont en plein milieu de la nuit, vous pouvez avoir des bagarres. Vous pouvez également avoir des pickpockets qui détruisent les piliers de comptoir. Donc le bar c'est usé et abusé, mais c'est pas sans raison. Donc pour le cadre de notre histoire, en interrogeant le personnel, donc là logiquement on pourrait ajouter une contrainte horaire, je peux parler au staff si ils vont dès le matin. Logiquement le staff de la veille au soir ne sera pas là, mais là on va éviter ça. Donc on va apprendre que Bob était un habitué. Il habite probablement non loin car il est toujours à pied. Il parle très souvent de sa mère pour qui il n'a aucun secret et de l'endroit formidable dans lequel elle est installée. Et hier soir, il discutait avec tous ceux qui s'asseyaient au comptoir. Il avait l'air un peu stressé, mais un ami l'a rejoint sur les coups de minuit et ils sont allés s'asseoir un peu à l'écart. L'ami sera bien sûr Johnny Coupable. Donc ça vous permettra d'avoir une première description de ce personnage. Il est venu vérifier donc si Bob ne flanchait pas. Cette scène va mener à la maison de retraite où on pourra trouver la maman de Bob. Donc la maison de retraite. Là il va être très important que les joueurs ressentent le côté luxueux de l'établissement. Il faut que dès qu'ils rentrent dessus, ils puissent avoir cette réflexion de dire elle est dans un endroit sûrement très cher, comment Bob pouvait payer ça. Comme la plupart des mamans dans le jeu de rôle, Maman Bob sera une adorable vieille femme, un peu radoteuse, qui a un amour inconditionnel pour son fils, et donc ça va nous emmener à une scène de rôle. Selon la façon dont les joueurs vont interagir, les résultats seront très différents. Autant s'ils sont vraiment gentils avec elle, il n'y a aucun doute qu'elle va faire tout son possible pour les aider. Alors que si leur première phrase ressemble à « Eh la vieux, qu'il y a ton fils qui est clamsé, tu saurais pas qui c'est qui a bêté des fois, ou alors tu sers à rien ?» Je pense qu'elle ne vous aidera pas. Donc là, voilà, il va falloir déterminer ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas. Pour résumer de comment moi je vais créer ce scénario, je veux dire qu'elle n'avouera jamais que son fils est dans des trucs louches, même si au fond d'elle, elle s'en doute. Mais par contre, elle va accuser le pire des meilleurs amis, Sam le pote, qui a encore dû envoyer Bob le moche dans des histoires scabreuses. Et donc Sam le pote. Sam le pote, là c'est une scène qu'on peut jouer un peu n'importe où, on peut varier selon l'heure de la journée, ça va également être du roleplay. Sam travaille pour Brotony, et ne nous donnera aucune information sur ce dernier, étant donné qu'il ne veut pas finir comme Bob. Cela dit, lui, il a les mêmes informations que nous on a en tant que maître de jeu, donc il va comprendre instantanément ce qui s'est passé à partir du moment où les joueurs vont lui donner les informations nécessaires pour qu'il fasse une déduction. Et Bob étant son meilleur ami, il n'hésitera pas à nous donner la planque de Johnny Coupable. Donc, la planque de Johnny Coupable. On va arriver là sur la scène de fin, avec la confrontation avec Johnny Coupable. Là, c'est libre à vous d'interpréter. Vous pouvez en faire un combat, une arrestation, une course-poursuite. Bref, vous pouvez l'adapter en fonction des choix que les joueurs ont fait, ou au contraire, si vous avez une vision précise, libre à vous de gérer cette scène. Donc ça, c'était notre première route. Maintenant, on en a encore deux autres disponibles. Si on passe par l'appartement. Dans l'appartement, on va apprendre que Bob vit seul. En tout cas, ça sera assez évident qu'on va y rentrer. Il possède un certain nombre de choses haut de gamme. Et on peut retrouver ses fiches de paye pour le garage où il travaille, ainsi que des notes qui semblent être des paires de plaques minéralogiques, on ne sait pas trop ce que c'est. Le but étant là que les joueurs déjà songent à faire un saut au garage, et également qu'ils se rendent compte que Bob a l'air de vivre bien au-dessus de ses moyens, ce qui pourrait les amener à une piste type. Peut-être que Bob devait de l'argent à certains joueurs, enfin à certaines personnes. C'est encore une fausse piste, mais c'est pas grave, ça pousse à la réflexion, donc c'est une bonne chose. Ils vont également trouver des factures pour la maison de retraite, ce qui va nous ramener sur la première route. Donc ça, typiquement, c'est une scène qui est propice au jet de dés, que ce soit pour trouver des papiers intéressants ou pour faire les rapprochements, selon votre système de jeu. Donc on va parler de la scène suivante, qui est le garage. Donc le garage,
en fait, le garage maquille les voitures pour la famille de Grotoni. Selon l'approche des joueurs, on va jouer cette scène de deux façons totalement différentes. S'ils se présentent en tant que policiers, les employés forcément vont être très méfiants et vont essayer d'en dire le minimum possible. Pendant, les joueurs pourront essayer de comprendre, vu les activités et vu les réactions, qu'il y a quelque chose de louche avec le garage, et donc il faudrait peut-être se renseigner auprès du service concerné. Nos joueurs sont des policiers, ils n'ont pas de problème à communiquer avec les différents services de police. A l'inverse, si nos personnages y vont on va dire en civil, et qu'ils se montrent peut-être intéressés par ce que peut proposer le garage à côté, ou même juste en tant que qu'amis de Bob, ils pourront être dirigés vers Sam le pote, vu que c'est son meilleur ami. Et donc le service concerné, c'est l'anti-gang. Donc l'anti-gang, ça fait un moment qu'il plus pour Grotoni. Bob était en bas du panier, donc pour ce qu'il dit, donc il s'intéressait pas vraiment à lui. Par contre, ils reconnaissent très bien le modus operandi de Johnny Coupable. Et ça tombe bien, ils savent exactement où est-ce qu'il se planque en ce moment, et ça nous mène à notre dernière scène. Finalement, la dernière piste que nous n'avons pas vue, ça va être le labo du légiste. Donc là, les joueurs vont pouvoir y apprendre que les blessures sont faites de façon extrêmement précise et létale. C'est sûrement quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et, coup de chance, il existe des précédents avec exactement les mêmes blessures, ce qui nous mènera à l'anti-gang, et ainsi on a la boucle qui est bouclée. Alors, petit conseil, si vous voulez écrire au propre ce scénario, je vous conseille de changer le nom des PJ, parce que sinon ça risque de couper court. Donc, voilà pour la façon dont j'apprends un scénario de type jeu de piste. Donc ce type de scénario est clairement le couteau suisse des scénarios. Il peut être utilisé dans beaucoup de situations. Et en plus le mérite d'être généralement facile à écrire et à maîtriser à partir du moment où on a réfléchi à ce qu'on a fait en détail. Par contre, il manque clairement d'originalité, surtout pour des joueurs vétérans. Par contre, à l'inverse, pour les nouveaux joueurs, la multiplication des pistes parfois aura tendance à les perdre. En ce qui concerne la gestion du temps, elle peut être très simple à maîtriser, surtout si vous avez pensé à faire une piste de joker, comme celle du légiste. Et voilà. Donc, on en est à un certain temps, je ne sais plus. On en a une demi-heure, on en est à peu près au même ratio que la dernière fois. Donc on est bien. Et on va passer aux questions-réponses. Alors, je mets un peu de... Je remets le son. Et je suis de retour. Donc, déjà, dans un premier temps, qu'avez-vous pensé de cette première... Enfin, de cette première partie sur les scénarios? Ah, ce grand moment de solitude. C'était très bien, c'était très facile à comprendre. L'exemple était vraiment efficace. Voilà. Super. C'est pas du tout si on entend. On n'entend pas très bien. Alors, attends, un peu de Bluetooth. Donc, du coup, on va revenir un petit peu en détail sur les différentes étapes qu'on a vues. Niveau cohérence donc de l'univers et du système de jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous pensez qu'il est nécessaire de connaître au maximum ces deux facteurs ou finalement on peut s'en passer? Je me permets d'intervenir. Je suis tout à fait d'accord avec ton approche. Concernant l'univers, ce que j'utilise généralement, c'est que j'essaie de définir mes lieux principaux par des aspects.
que ce soit les lieux macro comme les villes, définis par une ambiance particulière qui est reine, ou les scènes, comme je l'ai expliqué précédemment. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur cela? Alors sachant que je suis également de retour sur le chat, donc je peux répondre aux questions sur le chat, hein, vous n'êtes pas obligé d'être en vocal pour pouvoir participer. Même si apparemment il y a déjà eu plein de choses et que même Samigati m'a beaucoup aidé. Ah oui, j'ai juste une petite remarque. Un mec là. Je t'écoute. Oui, concernant la meilleure connaissance possible de l'univers des règles, je suis d'accord que c'est important et que ça permet, que ce soit pour l'univers, ça permet de rendre l'ensemble, de donner une profondeur, de donner une existence palpable à l'ensemble. Et la connaissance des règles, c'est plus pour l'efficacité et pour ne pas perdre trop de temps au niveau des règles. Le seul truc que j'aimerais rajouter, c'est qu'il faut quand même pas que ce soit un frein surmontable. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais connaître assez le monde, on ne pourra jamais connaître assez les règles. Et il ne faut pas qu'on se bloque, qu'on ait l'impression que ce soit un mur et qu'on n'est pas assez près et que voilà. Il faut pas hésiter à se lancer, même si on pense qu'on est un peu fragile au niveau de l'univers. Je suis assez d'accord, je dirais même qu'il faut mieux se planter et faire quelque chose plutôt que de rien faire du tout en fait. Ah oui, non, il faut au moins tester l'univers. Ça va de soi. C'est un des dégâts de plus utilisé comme un outil que comme vraiment une ville, quelque chose d'absolu. De toute façon, enfin voilà, vraiment moi ce que j'ai voulu essayer de faire passer comme message, c'est essayer d'en savoir le plus possible sur votre univers et après le retoucher à sa sauce, mais pas partir de sa sauce et adapter sur le tas. Concernant, du coup, si personne d'autre a quelque chose à ajouter, l'intrigue. Comment vous réfléchissez à l'intrigue de vos scénarios? Autant là c'est vrai que je suis parti un peu sur une version un peu large, mais c'est vrai que au niveau de l'intrigue on peut également y songer comme en prenant l'inspiration d'un film, d'un livre, d'un manga ou quelque chose comme ça, et d'essayer de réadapter pour vis-à-vis son scénario. Bref, il y a d'autres approches que juste une question sur l'intrigue. Donc est-ce que vous avez des façon de faire, est-ce que vous avez une approche différente pour la création de vos intrigues? Alors du coup, en fait moi je parle pour scénario enfant, hein. Je précise, c'est vraiment, je suis la spécialiste pour les scénarios d'enfants. En règle générale j'essaye de trouver, parce qu'avec des images d'endroits ça leur permet de beaucoup mieux se mettre en immersion. Et ensuite au niveau de la quête, j'essaye toujours de trouver quelque chose de simple. C'est quelqu'un qui leur a donné la tâche d'aller chercher quelque chose, c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose. En fait, j'essaye de partir sur vraiment des concepts très très simples, mais ça leur permet eux de s'approprier aussi l'environnement parce que du coup ils sont libres de chercher où ils veulent dans les différents endroits que je propose en images, et du coup ça leur permet aussi d'avoir du roleplay, de commencer petit à petit à se parler entre eux, à savoir où est-ce qu'ils vont chercher en premier, à communiquer en fait entre eux. Je sais pas, pour les adultes, je pense qu'au final c'est la même chose mais en plus compliqué. On rajoute plus le niveau des joueurs est élevé, plus on rajoute des détails, plus on complexifie. Mais à la base, en fait, ça part. Enfin, je pense, pour moi en tout cas, en tant que maître du jeu, je préfère partir d'une idée très simple et après l'enrober, rajouter des détails, plutôt que de penser en fait d'abord en fait à toutes les manières d'atteindre cet objectif. Voilà, d'abord je pense à l'objectif. J'essaye d'abord d'en trouver un. Après, concernant les images, effectivement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ça marche aussi très bien pour les PNJ. Oui, carrément. Le fait de voir un PNJ, ça permet de juste avec le visuel, de donner une personnalité. Et ça crée un attachement qui n'est pas forcément le cas si vous les omettez pas.
c'est bien, on attaque un petit peu aussi. Alors déjà, avant tout, merci Mary pour ces infos sur les parties pour les enfants, encore une fois. C'est vrai que c'est un truc que j'occulte complètement. Donc c'est du pro tips. J'aime beaucoup. Et donc j'allais dire, maintenant on va parler un peu du déroulement d'un scénario. Donc là on parle vraiment du déroulement général. Donc, voilà. Moi comme je dis, j'utilise beaucoup le système de scène, même s'il m'arrive d'utiliser d'autres choses. Je pense qu'on parlera un peu plus quand on verra les différents types de scénarios que je construis. Cela dit, je sais que tout le monde ne les pense pas comme ça. Donc est-ce que quelqu'un a une autre approche justement que ce système au niveau du déroulement d'un scénario? Solitude. Après, personnellement, quand je pense à un scénario plutôt dans le sens enquête, j'ai plus tendance à premièrement voir déjà quels sont les tenants et les aboutissants de l'enquête, tous les indices qui peuvent permettre d'aller jusqu'au bout, et à créer mes scènes en fonction de ces éléments. Créer les scènes et inclure les éléments dedans. Ok. De mon côté, au niveau d'un scénario, je prends généralement le point final et vraiment ouais, des points qui puissent permettre à cette destination d'arriver. Soit les joueurs prennent un chemin totalement opposé mais arrivent quand même au résultat, soit ils utilisent ces points utilisés et puis Alors du coup, je suis pas totalement, comment dire, je suis pas totalement d'accord, dans le sens où, ok, il y a un objectif, ok, le maître du jeu, il a travaillé un scénario, si les joueurs partent totalement à l'opposé, il va falloir s'adapter et en fait, va pas falloir essayer de récupérer pour qu'ils s'intéressent à l'intrigue en fait. Je crois que le jeu de rôle, c'est un jeu, on gagne ou on perd, et c'est les joueurs qui décident s'ils gagnent ou s'ils perdent, s'ils partent totalement à côté de ce qui leur est proposé. Bon, on n'est pas obligé de leur dire à la fin, vous avez échoué dans la quête. Mais moi j'aime bien faire ça. C'est justement pour ça que s'ils prennent les points et qu'ils arrivent à obtenir l'objectif, c'est bingo. Sinon, tant pis, ils sont partis sur une autre voie. C'est comme ça, c'est tant pis, mais ça ouvre d'autres possibilités, surtout sur une campagne. Après, justement, pour pouvoir improviser sur un univers, je trouve que c'est bien d'avoir bien défini les lieux dans lesquels les joueurs évoluent, ainsi que les PNJ. D'ailleurs, tant que je vais y arriver. Tant que j'ai encore ça à l'esprit, pour les PNJ, j'utilise un truc que j'ai trouvé dans Ars Magica. C'est pour pouvoir créer mes PNJ rapidement, c'est que dans Ars Magica, à la création, les PNJ sont définis par trois traits de personnalité qui vont de moins 3 à plus 3, et ça permet de bien définir la personnalité d'un personnage assez définie. C'est vrai que on n'a pas évoqué, on a parlé des personnages importants, on a vraiment survolé les PNJ lambda. Donc je pense que vous avez compris que moi j'aime bien écrire des PNJ et des PNJ, donc forcément je travaille beaucoup trop. Même si j'ai pas encore écrit l'historique complet de la bête que tu croises dans l'arène, je pense que bientôt je vais m'y mettre. Ce sera très très intéressant. Mais alors là ça va être un petit peu compliqué pour entendre un peu mieux la voix de Traxxus, à part s'il y met un peu du sien. Mais je vais essayer. Je vais voir ce que je peux faire. Pour information, j'ai Twitch qui est allumé, mais j'ai coupé le son de Twitch et le son que j'ai c'est celui de Discord. Et du coup, il n'y a pas la musique.
Sinon, pour en revenir donc au sujet sur la conception de scénario, moi j'ai pas vraiment de leçon à donner dans le sens où mes scénarios sont conçus de manière totalement anarchique, sans méthode, et en général c'est des bouts de papier que je suis le seul à savoir relire, et il y a la moitié qui est pas écrite, qui est dans ma tête. Et en fait, les scénarios tournent assez souvent autour d'un élément du bourgeon à partir duquel le scénario a été éclos, qui peut être une scène que je trouve classe, qui peut être un secret que je souhaite voir révéler, ou juste un jeu de mots pourri que j'ai envie de glisser dans la partie, ça m'est déjà arrivé. En général, je fais un peu comme Clément. Enfin, pour moi, l'idéal, ce serait de faire comme Clément, à savoir de partir de la fin et de remonter vers le début. Ça, c'est un truc qui me vient de Franquin, entre autres. Il y a plein de gens qui l'appliquent. Mais Franquin, quand il faisait un gag de Gaston Lagaffe, il pensait d'abord à la chute, et après, il remontait les cases pour voir comment... On peut lui donner du sens. Voilà. Et en fait, l'avantage de faire comme ça, c'est que quand on commence de la fin et qu'on remonte vers le début, on a un cheminement qui n'est pas du tout celui des joueurs ou du lecteur, qui eux commencent par le début et essaient d'anticiper une fin par rapport à leur début. Alors que si on commence par le début, le cheminement qu'on va faire pour imaginer une fin possible va être la même que ce que les joueurs ou lecteurs vont faire. Et du coup, ça permet le fait de partir de la fin, ça permet d'avoir plus d'éléments de surprise. Enfin, dernière chose, et après j'arrête de monopoliser la parole, c'est pas ce qu'il faut faire, mais je me rends compte que c'est assez souvent ce que je fais, c'est que assez souvent je fais des scénarios qui sont plus ou moins sur des rails, et en fait j'ai pensé les choses en connaissant les joueurs et en connaissant les personnages, et en me disant, en prévoyant en fait quelles vont être leurs réactions, et en me doutant que ils vont suivre les rails d'eux-mêmes sans trop chercher à voir si les parois sont rigides de part et d'autre. Voilà. D'accord. C'est une bonne approche également. C'est vrai que moi j'ai présenté quelque chose de très linéaire. Après c'est aussi parce que ça se prêtait au type de scénario que je présentais. Mais l'approche est tout à fait viable aussi de faire les choses à l'envers. Ou de façon complètement anarchique. Est-ce que quelqu'un a un autre nom pour les scénarios jeux de piste? Ou est-ce que personne n'avait pensé à donner des noms au type de scénario? Scénario d'enquête. Et du coup, est-ce que le scénario... Est-ce que vous aussi vous trouvez que le scénario jeu de piste est effectivement le plus facile à faire ou à jouer ou... Je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que le plus facile à faire c'est un Porte-Monstre Trésor. Ouais, Porte-Monstre Trésor. Ça se tient, je peux pas l'idée. Mais ça reste quand même le plus facile à faire et à maîtriser. Par contre, typiquement dans le Porte-Monstre Trésor, on est beaucoup plus sur le parti play plus que le rôle. Donc autant dans un scénario d'enquête, on peut se permettre de laisser peut-être un petit peu en retrait, en second plan, l'aspect connaissance des règles sur le bout des doigts, tandis que lorsqu'on passe sur du Porte-Monstre Trésor, où on pousse la simulation à son maximum, on ne peut pas. Bon, on peut toujours, mais il est plus difficile d'ignorer les règles. C'est un bon point. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout la même approche ludique. Après, en soi, il est plus facile de faire un scénario enquête intéressant qu'un Porte-Monstre Trésor intéressant. Oui. Ça dépend si tu arrives à créer un dilemme à la fin, ça peut devenir intéressant. Mais là, ça demande un peu de travail aussi. Ouais, un grand homme a dit un jour que le Porte-Monstre Trésor est l'adage des mots maîtres du jeu.
Une copie. C'est l'autocensure Twitch. Non. Non, mais après, enfin, les portements trésors, généralement, c'est quand même plus destiné à un autre type de partie. C'est des parties un peu relax, c'est pas vraiment des parties roleplay. C'est limite du metagame, hein, le portement trésor. Après, dans une longue campagne, c'est quand même bien d'alterner. Ah oui, non, c'est bien d'avoir un petit. C'est des phases de repos, tout simplement. On fait du joueur, du MJ, du. Ah, même, c'est pas le même type de jeu. Peut-être. On y revient. Donc, par contre, plutôt, j'ai distingué donc, trois grands types de scènes. Les scènes de recherche, où les joueurs vont faire des conclusions, etc. Ou juste trouver des choses qui sont évidentes. Des scènes de roleplay, on va faire du roleplay, et des scènes d'action donc orientées vers les JD. Qu'est-ce que vous voyez d'autres grands types de scènes qu'on peut ajouter à cela? Parce que c'est vrai que là, j'avoue, je l'ai un peu fait sur le tas lorsque j'ai écrit ce dossier, mais je pense que j'en ai oublié. Là, comme ça, ce qui me vient, ce sont... c'est discutable ce que je vais dire, mais il y a aussi la scène cinématique, par exemple. Il faut éviter d'en faire trop dans une partie de jeu de rôle, mais par exemple, typiquement, le monologue du grand méchant, c'est une scène voilà, c'est une cinématique. Oui, non, avec possibilité d'interférence de la part des joueurs, mais c'est pensé pour être voilà, le moment où on dévoile des trucs et voilà. Après, il y a aussi l'exact opposé. Le moment où les joueurs sont en train de discuter entre eux de l'intrigue, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et que le maître de jeu est en retrait. C'est vrai. Ça peut être une scène parce que pendant ce temps que les joueurs discutent, les choses peuvent se passer. Donc, ça nous fait les scènes cinématiques, les scènes de discussion. Donc, est-ce que vous voyez d'autres types de scènes encore qui peuvent faire partie d'un scénario qui n'en a pas fait beaucoup? Sachant que, enfin, je pense que les scènes en général, il y a effectivement ces éléments qui sont des briques essentielles, des atomes, mais une scène souvent va mélanger un peu les genres. Bien sûr. Typiquement, il y a certaines scènes qui vont être d'action ou roleplay, suivant que les joueurs sont plus ou moins diplomates. Jacques, ne serait-ce que dans l'exemple que j'ai donné, la première scène donne accès à ces trois possibilités et peut même, selon le maître de jeu, peut commencer sur une cinématique et avoir une grosse phase d'interaction entre les joueurs pour commencer à émettre des théories. Après, même le jeu de rôle en particulier va aussi orienter les différentes scènes pour la facilité de mettre en scène soit des enquêtes, soit des moments de replay, soit des combats. Et du coup, on va revenir aussi sur ma conclusion. Je restais sur le principe que ces scénarios d'enquête sont des scénarios qui sont couteau suisse, qui se passent partout et qui sont généralement les plus faciles à écrire et à maîtriser. Est-ce que vous avez un avis différent sur la question? Non. Éclairé possible. Et dans ma foi, oui, je trouve. Non, c'est juste pour dire que j'étais d'accord sur le fait que c'est la structure de base du scénario et c'est effectivement le plus simple à mettre en œuvre. Bon, dans ma foi, si on est tous d'accord, je pense que c'est plié pour ce soir. On aura été efficace, ça nous aura pris 50 minutes. Ouais.
Donc du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on boucle pour cette fois? Je vais prendre ça pour un non. Eh ben écoutez, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous dis à dans 2 semaines. Oh, toi tu arrêtes de suite. Hein. Je vous dis à dans 2 semaines où on va parler du coup sûrement de la partie 2 des scénarios où on va voir un peu d'autres types de scénarios que second classique. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire des trucs que les autres chaînes vous demandent. Je veux la même chose, c'est super. Et je vous dis à la prochaine. Tout de suite.